Bonjour à tous, bienvenue à cet événement HR Team sur le futur et les enjeux des crypto-monnaies avec Éric Larchevêque. Éric, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Donc pour commencer, j'aimerais dire quelques mots sur HR Team. Donc HR Team, on est une ESN, une entreprise de services numériques. On accompagne plus de 300 entreprises clientes sur le territoire national, mais aussi en Belgique et dans très peu de temps sur le territoire espagnol. On ouvre notre première agence à Madrid le 1er septembre. Donc on est accompagné par 800 collaborateurs qui accompagnent donc l'ensemble de nos clients au jour le jour et on organise assez régulièrement des événements comme celui-ci qui mettent en avant des personnes clés de l'écosystème tech. Pour suivre nos événements à venir, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn, donc HR Team Group. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Éric Larchevêque. Éric, vous êtes serial entrepreneur, vous avez monté de nombreuses entreprises, dont Ledger. Donc Ledger est leader sur le marché de la sécurisation de crypto-assets, c'est bien ça? Oui. C'est bien donc ça. On a beaucoup entendu parler de Ledger dernièrement dans les médias parce que vous venez de lever 380 millions de dollars. Donc vous êtes désormais une licorne française. La France compte actuellement 15 licornes. Donc pour rappel, les licornes, c'est ces entreprises qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Donc bravo à vous et l'équipe pour cette belle levée. Ce que je vous propose, Éric, c'est de commencer par présenter votre parcours et votre aventure entrepreneuriale. Et suite à ça, je vous questionnerai donc sur le futur et les enjeux des crypto-monnaies. Et suite à ça, on donnera la parole au public qui vous posera en direct leurs questions. Alors, pardon, et n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat et on les lira pour les poser en fin d'événement. Voilà, Éric, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc je vais essayer de parler effectivement de mon parcours. Donc aujourd'hui, j'ai 48 ans, donc parcours de plusieurs dizaines d'années, puisque j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai eu mon diplôme en 1996, mais j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise en 95. Et à l'époque, c'était pas du tout quelque chose qui était commun. On était une promo de peut-être 150 personnes. On n'a été que 3 à aller dans la création d'entreprises, alors qu'aujourd'hui, maintenant, dans l'école d'ingénieur ou ailleurs, c'est un peu... créer sa start-up, c'est vraiment quasiment un passage obligé. Par contre, à l'époque, tout le monde voulait aller dans les grands groupes. Et puis du reste, créer une entreprise, c'était pas simple du tout. On n'était pas du tout préparé à ça. On n'avait pas du tout de cours d'économie qui expliquaient comment on faisait. Donc quand j'ai créé en 95 la première entreprise, c'était vraiment... j'avais créé les statuts moi-même, j'avais dû tout faire moi-même. Donc c'était en soi une sacrée aventure. Et c'était le début d'Internet. Je m'étais dit, avec un associé qui a fait la même école d'ingénieur que moi, à Lessier, à Marne-la-Vallée, on s'est dit, Internet, c'est en train de tout changer, il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-dedans. On ne connaissait pas grand-chose, mais on a créé donc l'entreprise et puis on a commencé à chercher des clients en leur expliquant, vous voulez faire un site, on peut vous accompagner. Et donc, pendant 2 ans, on a accompagné un certain nombre de clients, des grands groupes, des petits groupes, finalement à faire des sites Internet, à les héberger, enfin des choses assez simples. On gagnait, on devait faire 50 000 francs, 7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. On était contents, on se payait au SMIC et on travaillait beaucoup, mais on était heureux. Ça avait du mal un petit peu à décoller. Et en 98, on a eu l'idée de faire une nouvelle entreprise qui était plus basée finalement, aujourd'hui on appellerait ça un peu une fintech, c'est-à-dire d'aller monétiser du contenu, d'avoir des moyens de paiement. Et à l'époque, c'était très archaïque pour pouvoir finalement encaisser une carte de crédit. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Mais nous, on avait par exemple acheté des terminals de paiement électronique qu'on avait ensuite connectés directement sur des ordinateurs et à la limite, on tapait les chiffres des cartes qu'on recevait parce qu'on ne pouvait pas connecter ça sur les serveurs. Donc c'était vraiment on essayait vraiment de se débrouiller, mais on a mis en place cette solution de monétisation de contenu. Et puis, on a développé aussi du contenu, de la rencontre, des choses comme ça, et on monétisait. Donc, on a créé la notion d'affiliation. On est une première entreprise à faire ça. Ça a bien marché. On est monté à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la 2e, 3e année. Donc, on a une croissance très forte. Et on a vendu cette entreprise à Rentabiliweb, qui est à l'époque, on l'a vendue en 2007. À l'époque, c'était vraiment l'entreprise qui fédérait vraiment tout le contenu, qui faisait pas mal de choses. Et ils étaient intéressés par notre technologie. Entre-temps, moi, donc j'ai de 98 à
2002, j'ai assuré la direction de cette entreprise, c'était le groupe Montorgueil. On n'était pas loin de la rue Montorgueil. Ensuite, je suis parti en Roumanie parce qu'à l'époque, on avait une plateforme offshore où il y avait des développeurs web, des graphistes, etc. qu'on embauchait. Et c'était un peu la mode d'avoir ces plateformes offshore dans les pays de l'Est. Et donc, j'étais allé là-bas pour m'occuper de cette plateforme. Et puis, j'ai commencé à développer un peu des services qui n'avaient rien à voir dans l'immobilier, puisque en 2002-2003, on avait la possibilité d'acheter des terrains, de construire des trucs. Donc, j'ai fait des choses un peu différentes. Et je suis resté donc j'ai quitté mes fonctions de CEO du groupe Montorgueil pour pouvoir m'occuper un peu de ces investissements immobiliers. J'avais envie un peu de changer d'air. Je suis resté en Roumanie jusqu'en 2005, mais la vie sociale n'était pas terrible, surtout que j'étais dans les Carpates, en Transylvanie. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à part faire du snowboard. C'est sympa déjà. Mais c'était très sympa, mais bon, voilà, je tournais un peu en rond et j'ai décidé d'aller tenter ma chance ailleurs, de recommencer une aventure. Et je suis allé à Riga, en Lettonie, donc en Europe centrale, les pays baltes. À l'époque, pourquoi là-bas? Parce que les pays baltes, on appelait ça les tigres baltes, c'était en 2005, avaient une croissance du PIB de 10% annuel. C'était vraiment la folie, c'était un peu des nouveaux pays qu'on ne connaissait pas, puisqu'ils viennent de l'éclatement du bloc soviétique. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'opportunités là-bas, et donc j'ai pris ma voiture, j'y suis allé. Et j'ai créé une entreprise. À la base, je voulais faire de l'IT, mais j'ai vite compris que le pays était assez petit. Il n'y avait que 2 millions d'habitants, donc j'irais pas loin. Et je suis retombé dans l'immobilier, j'ai fait des opérations. Et à un moment, un peu par hasard, je me suis mis à faire un hôtel qui s'appelle le Dodo Hotel, qui est un hôtel qui existe toujours, de plus d'une centaine de chambres. On a fait tous les plans, tout le design. J'ai trouvé un associé français là-bas. Et on l'a développé, il a ouvert en 2008. Pendant qu'on faisait la construction, je m'ennuyais un peu parce que j'avais quand même l'habitude de l'IT, des choses ça va vite. Là, quand on construit quelque chose, quand même, il faut attendre. Et donc j'ai commencé un peu à traîner mes guêtres dans des casinos à Riga et j'ai découvert le poker. Donc il y a un jeu de cartes que tout le monde connaît. Je l'ai découvert un peu par hasard et j'étais un peu piqué par le jeu. On va dire de 2008 à 2010, j'ai eu une sorte de carrière de joueur de poker un peu, entre guillemets, semi-professionnel, parce que j'ai fait les championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc j'ai passé pas mal de temps dans cet univers-là et j'ai appris beaucoup sur la nature humaine, parce que c'est un sport, on appelle ça un sport, mais même si on reste assis quand même, mais c'est le sport assis le plus violent que je connaisse, le poker. Je suppose qu'on ne voit pas que les bons côtés de la nature humaine. Non, tout à fait, mais en tout cas on apprend à les comprendre et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas pour le futur en tant qu'entrepreneur, de pouvoir gérer mon stress, gérer des situations compliquées, apprendre à bluffer, gérer le risque. En fait, il y a pas mal de parallèles entre l'entrepreneuriat, je trouve, et le jeu de poker qui est... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est quand même très complexe, même si à la base les règles sont simples. On dit on peut apprendre les règles en 5 minutes, mais il faut une vie en fait pour comprendre le jeu. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2010. Ensuite, je suis rentré à Paris. L'hôtel a continué d'exister. Bon, il existe toujours. Il a eu ses hauts, ses bas. Pas mal traversé de crises, non celle du Covid aussi. Mais bon, l'hôtel est toujours là. Mais c'est une expérience très enrichissante. Je suis rentré à Paris en 2010 et là, j'ai refait de l'IT. J'ai créé en fait une application de comparateur de prix qui s'appelait Prixing. On scannait des codes barres en fait avec son téléphone. C'était le début des apps et je me suis dit qu'on rebattait les cartes des startups parce que on va dire de 2005 à 2010, il ne se passait pas grand-chose dans l'écosystème startup, c'était des consolidations. Et là, avec iOS, Android, les apps, boum, à nouveau, tout s'est mis à exploser, le capital risque, etc. s'est développé. En France aussi, on a commencé à voir les prémices de la French Tech. Donc, je me suis associé avec Thomas France, dont je reparlerai tout à l'heure, parce que je cherchais un associé, je l'ai rencontré, et on a créé Prixing en 2010. On l'a développé jusqu'en 2013 et là, on faisait peut-être 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On était une quinzaine, je pense, dans l'équipe. Mais je me suis dit que j'allais avoir du mal en fait, à transformer ça en vraiment une grande entreprise, à scaler, à faire un grand truc et que j'allais peut-être passer des années à stagner, même si le projet était intéressant. Et donc, on a décidé de le vendre. Après avoir levé des fonds, et on l'a vendu. Et finalement, ce qu'on a vendu, c'est pas l'entreprise, mais le produit lui-même, le fonds de commerce. On a vraiment vendu l'application avec tout ce qu'il faut et on a gardé les ingénieurs et l'entreprise et le produit de la vente est allé dans
l'entreprise. Donc c'est comme si j'avais fait une levée de fonds, mais sans objet. C'est-à-dire que j'ai juste récupéré de l'argent et j'avais des ingénieurs et tout un boulevard en fait devant moi. Ça, c'était à 2013 et c'est à ce moment-là où j'ai croisé la route du Bitcoin, que je ne connaissais absolument pas avant. Je l'avais déjà vu, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque et trucs, je comprends rien. Et là, je me dis ok, j'ai le temps, je regarde et j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur le Bitcoin, la blockchain, le mining, enfin toutes les technologies qui sont autour. J'ai passé une semaine à lire tout ce que je pouvais et à un moment, j'ai fini par comprendre, parce que c'est quand même assez compliqué, il faut vraiment apprendre, oublier un petit peu ce que l'on sait et réapprendre finalement ce qu'est la monnaie et se poser des vraies questions économiques. Et quand finalement ça a fini par cliquer, je me suis dit que là, il y avait un truc incroyable. J'avais vécu comment Internet avait modifié finalement la manière dont on communique. Et là, je me suis dit, Bitcoin va modifier la manière dont on échange des valeurs et va redéfinir la notion de confiance. Et donc, c'était le coup de foudre. Je me suis dit, je dois absolument consacrer les prochaines années de ma vie au Bitcoin. Et ça tombait bien, j'avais de l'argent, des moyens, mais je ne savais pas quoi faire exactement, parce que là, on ne peut pas faire semblant dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie, il y a quand même des bases technologiques qui sont extrêmement fortes, donc on ne peut pas juste, je fais une app, un machin, un truc. Est-ce que vos études d'ingénieur vous ont un petit peu Alors aidé bien sûr, aussi ça m'a là-dessus aidé, parce que j'étais capable de comprendre un petit peu tout ça, mais j'ai bien vu quand même mes limites, et donc je savais que je n'aurais pas, moi, la capacité de faire un truc incroyable tout seul. Bon, j'avais des bons ingénieurs, mais je me disais, comme je ne savais pas quoi faire, avec Thomas, donc qui était toujours là, on s'est dit, tiens, on va faire une approche différente, horizontale. On sait qu'il faut aller sur le Bitcoin, mais on n'a pas d'idée particulière. Donc on va ouvrir la maison du Bitcoin, qui va être un lieu physique, et on va juste occuper le terrain, et on verra bien. Donc le business model de la maison du Bitcoin, c'était on verra bien, on espère qu'il va se passer quelque chose. On avait le sentiment qu'en étant là, on allait finalement créer un lieu où tous les développeurs, les entrepreneurs, les passionnés allaient pouvoir se réunir et échanger autour du Bitcoin. On espérait que ça allait pouvoir faire des étincelles. Et ça a marché, puisque c'est comme ça que Ledger est né, avec la maison du Bitcoin, dans laquelle on avait une activité de comptoir d'échange de Bitcoin. Les gens Elle était basée où cette... Alors, c'était à Paris, en face du NUMA, dans le 2e arrondissement, rue du Caire. Donc, c'était un bel endroit. On était là, et puis j'étais dedans, et puis les gens rentraient, ils ne savaient pas trop pourquoi on était là, ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'on était financé par la mairie de Paris, parce que finalement, le truc n'avait aucun sens d'un point de vue business model. Et j'ai dû expliquer en fait le Bitcoin et le mining, et la blockchain à des centaines de personnes. Donc ça a ouvert en 2014. Du coup, on a pu un peu prendre position sur le terrain du Bitcoin, parce qu'il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup d'acteurs. Et on a croisé la route d'autres entrepreneurs qui avaient des projets dans le Bitcoin. Et donc 2 entreprises. Une qui s'appelait Chronocoin, qui vendait des bitcoins par la poste. En fait, ils envoyaient les bitcoins par la poste et pour vérifier l'identité de celui qui la recevait, ils utilisaient le livreur UPS. Enfin, ils avaient une version un peu archaïque, mais qui était un peu nécessaire à l'époque pour pouvoir finalement acheter et vendre des bitcoins, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué. Et ils étaient basés à Vierzon, ce qui est une coïncidence sympa, parce que moi, je venais aussi de cette ville que personne ne connaît, mais du coup, ça avait une coïncidence. En Sologne. En Sologne, tout à fait, voilà, dans le Berry, entre le Berry et la Sologne. C'est dans le Cher, voilà. Et une autre entreprise qui s'appelait BT Chip, qui faisait de la carte à puce et qui sécurisait donc les clés privées des bitcoins. Quand on possède des crypto-monnaies, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée, c'est une information, et donc il faut la sécuriser. Et donc, il venait de l'univers de la carte à puce. Carte à puce, c'est ce qu'on retrouve dans les cartes de crédit, les passeports. Donc c'est quelque chose qui est très français, une technologie française. Et ils avaient commencé à adapter ça à l'univers du Bitcoin. Mais c'était extrêmement complexe. Il fallait se connecter en ligne de commande pour les utiliser. Enfin, c'était affreux. Par contre, il y avait une technologie vraiment forte. Et finalement, on a commencé un peu tous ces 3 à travailler ensemble. On a fait des hackathons, on a vu que ça marchait. On s'entendait bien, on était 9 en total en prenant finalement les associés de ces entreprises. En fait, on était 8, je pense. Et en fait, c'était en mi-2014, on s'est dit, tiens, on partage cette vision que finalement,
déjà, le Bitcoin, la blockchain, les autres crypto-monnaies vont devenir énormes. On va avoir besoin de sécuriser la notion d'infrastructure de sécurité, c'est quelque chose d'évident. Et on a une technologie qui est française, qu'on va pouvoir proposer dans le monde entier. Donc pour une fois, être français, ça ne va pas être un handicap. On va être capable d'exporter avec de la légitimité notre solution. Et donc on a décidé de fusionner les 3 entreprises. Donc c'était la maison du Bitcoin, Chronocoin et BTChip. Okay. Et on a appelé ça Ledger. Et c'est comme ça que Ledger est né fin 2014. Et qu'ensuite, l'aventure a continué pendant 7 ans. À un moment, la maison du Bitcoin a été... En 2018, 2017, 2018, on a fait ce qu'on appelle un spin-off, parce que la maison du Bitcoin continuait de vendre en fait des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est devenu CoinHouse et c'est une entreprise, ce sont maintenant 2 entreprises indépendantes. Et donc, CoinHouse aujourd'hui continue de suivre aussi son aventure en tant que comptoir d'échange, un broker de crypto-monnaies. Et Ledger a fait 4 levées de fonds maintenant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Enfin, ça a été 7 ans vraiment assez incroyables. J'ai gardé la direction de Ledger jusqu'en 2019. Et ensuite, j'ai cédé en fait mon poste de CEO à Pascal Gauthier, qui était un des premiers investisseurs dans Ledger, qui avant était aussi chez Criteo, une des premières licornes françaises, qui ensuite s'est introduit en bourse et donc qui n'est plus une licorne. Et donc, lui avait vraiment cette capacité de pouvoir faire passer l'entreprise à un autre niveau. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu effacé, que je lui ai proposé de prendre la suite. Et ça a fonctionné puisque on vient de réaliser effectivement une énorme levée de fonds, 380 millions de dollars. Et l'entreprise est évidemment rentable et ça fonctionne très très bien. Et les perspectives d'avenir sont très fortes. Donc c'est vraiment une très très belle réussite pour Ledger. Et voilà, j'en suis fier. Et bravo, c'est vous pouvez. Beau parcours. Oui. Je suis content du parcours que j'ai pu avoir. Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis plus opérationnel chez Ledger, donc j'ai plus une activité en fait, d'investisseur. J'aime finalement utiliser le temps que j'ai pour pouvoir conseiller et aider d'autres entrepreneurs. Donc j'ai fait plus d'une vingtaine d'investissements en tant que business angel. J'avais aussi participé à l'émission sur M6 Qui veut être mon associé, dont on a tourné une 2e saison. Et donc voilà, peut-être à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, on pourra la voir sur M6. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'aider d'autres entrepreneurs, de leur faire profiter de l'expérience que j'ai pu acquérir avec Ledger et mes autres expériences. Ok, on sent que vous avez vraiment cette fibre entrepreneuriale, vous êtes curieux, vous avez le courage aussi de vous jeter dans des nouveaux projets ou je pense que oui, c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel pour un entrepreneur. Alors, après, il y a différents styles d'entrepreneurs, donc je veux dire, faut pas tout le temps se jeter en disant voilà, etc. Oui. Mais en tout cas, moi, c'est effectivement mon style. J'aime aller sur des sujets qui ne sont pas forcément populaires, aller défricher un petit peu. Et je pense que c'est là où j'ai une valeur ajoutée, c'est pouvoir aller trouver des choses un petit peu nouvelles et les faire sortir de terre. Et du reste aussi, dans les investissements que je fais, j'aime aussi aller sur des choses que je connais pas, parce que c'est un vrai plaisir aussi de découvrir des nouveaux marchés. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les recettes, l'expérience que j'ai, quel que soit l'univers dans lequel on va se trouver, il y a toujours quelque chose qui va fonctionner. Et c'est ça qui est assez intéressant, de pouvoir aller du coup piocher dans plein d'univers différents tout en ayant une base qui peut être utile. Donc justement, vous l'avez dit, vous venez de boucler un tour de table de 380 millions de dollars. Vous aviez déjà levé 4 fois des fonds. Vous êtes une entreprise rentable. Donc ma première question est toute simple. Comment est-ce que vous allez investir plutôt cet argent? Est-ce que ce serait plutôt du marketing pour démocratiser davantage la crypto-monnaie Ledger? Ou est-ce que c'est plutôt de la recherche et du développement pour peut-être lancer des nouveaux produits, nouveaux services? Alors, il y a beaucoup de recherche, de R&D, de recherche et développement et de recrutement. Je pense qu'on doit avoir plus de 200 postes qui sont ouverts chez Ledger. Pourquoi est-ce qu'on doit recruter? Parce qu'il y a énormément de services à créer. Ledger, qu'est-ce que c'est? C'est un coffre-fort digital qui permet de sécuriser donc, des crypto-monnaies. Ça, c'était au tout début, on avait juste ce coffre-fort, c'est-à-dire cette carte à puce, ça ressemble à une clé USB, mais c'est un ordinateur sécurisé, on le connecte sur
un ordinateur et on peut envoyer, recevoir des bitcoins, par exemple. Et aujourd'hui, on étoffe ça de façon conséquente puisque on veut pouvoir permettre, avec ce portefeuille, ce hardware wallet, ce portefeuille matériel, capable de faire n'importe quel type d'opération dans l'univers des crypto-monnaies et de finances décentralisées, que ce soit faire des échanges, du staking, faire du crédit, faire tout un tas de choses. Il y a de plus en plus de crypto-monnaies différentes, il y en a des milliers et des milliers, avec même des centaines de crypto-monnaies qui aujourd'hui sont utilisées et ont un sens et donc doivent être intégrées dans Ledger. Et donc c'est énormément en fait, de nouvelles fonctionnalités qui doivent être ajoutées. Et on a en plus un produit qui est destiné aux professionnels, donc aux institutions financières et autres fonds d'investissement ou entreprises qui possèdent des crypto-monnaies et qui doivent aussi les gérer, avec une notion de gouvernance, de multisignature, de choses assez complexes. Et là aussi, il y a énormément d'investissements à faire pour être capable de pouvoir proposer toute l'infrastructure nécessaire au futur de la finance décentralisée. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ledger n'est qu'au début de son histoire. L'ambition de Pascal Gauthier, le CEO de l'entreprise, c'est vraiment de faire un géant français qui aura une valorisation de l'ordre de 100 milliards. C'est ça l'objectif. Si on part du principe que les crypto-monnaies vont vraiment être utilisées partout dans le monde, eh bien, l'infrastructure, la sécurité qui permet les échanges va aussi être un marché énorme. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'une entreprise puisse aujourd'hui avoir ce type en fait, de market cap, de valorisation, parce que les enjeux sont vraiment énormes. Et sur ça, ce serait vraiment une très belle nouvelle pour la France que d'avoir un vrai géant technologique qui puisse rayonner comme ça dans le monde entier. Alors c'est déjà une belle nouvelle pour la France d'avoir une 15e licorne française, donc vous êtes valorisé à plus de 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que vous pensez de ce statut et est-ce que peut-être que vous avez l'ambition de mener du coup Ledger en bourse ? Alors, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, ils se disent tous, mais qu'est-ce que ça doit faire d'avoir une licorne Et donc maintenant, je peux le dire ce que ça fait, parce que moi aussi, je me posais la question, évidemment. J'ai toujours eu cette envie, quand j'ai arrêté Prixing, c'est parce que je me disais, je ne pourrais jamais faire une boîte à 1 milliard avec ça. Donc, j'avais vraiment cette envie de le faire. Et dès qu'on a commencé avec Ledger, tout de suite, j'ai su qu'on pourrait arriver à une valorisation d'1 milliard. C'était compliqué, mais c'était possible. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une seule chose, c'est les 10 milliards. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et après, ce sera les 100 milliards. Oui. Voilà, on veut toujours plus. Et je pense que c'est normal parce qu'on ne peut pas être satisfait. Alors, on peut prendre le temps... Mais c'est sûrement aussi cette ambition qui vous a guidé aussi. Non, mais tout à fait. Et en fait, entrepreneur, finalement, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et quand on arrive à la destination, on va trouver une nouvelle destination et on repart sur un voyage. Et c'est un cycle sans fin. Et donc... clairement, je pense que la prochaine étape, c'est les 10 milliards. On se reverra pour les 10 et je vous dirai que maintenant, c'est les 100. Donc ça ne s'arrête jamais en fait. Donc, Ledger, vous êtes sur un marché qui est quand même volatile. Donc, on le rappelle, en 2018, le cours du Bitcoin avait soudainement chuté, était tombé à 3 000 $, il me semble, alors qu'il était en début d'année autour de 20 000 $. Comment est-ce que vous évaluez, est-ce que cette volatilité représente un risque pour Ledger ? Alors, ça représente un risque, effectivement, de moins en moins. On a fait une grosse levée de fonds de 75 millions de $ en 2018, et juste après, effectivement, le marché s'est écroulé, et ça a été 2 années très difficiles pour Ledger, et on a survécu parce qu'on avait levé. Je me rappelle très bien qu'on a levé 75 millions à l'époque. Enfin, c'est beaucoup d'argent, et ça l'était encore plus à l'époque. Maintenant, on s'habitue, les grosses levées, il y en a de plus en plus. Donc 75, on dit ouais, bof, mais on disait, mais pourquoi alors qu'on était extrêmement rentable à l'époque, et ils disaient, mais pourquoi on se dilue alors qu'on gagnait beaucoup d'argent ? Parce qu'on savait en fait qu'à un moment, on allait peut-être être face à un problème, et quand on a levé, la question des investisseurs, mais qu'est-ce que vous allez faire de 75 millions de $? La réponse était rien. En fait, finalement, c'est un trésor de guerre. Parce qu'on sait qu'à un moment, il va y avoir un problème. Et c'est ce qui s'est passé. 2018, 2019, une partie de 2020 était compliquée. À un moment, on a dû licencier, on a dû revoir un petit peu, restructurer l'entreprise, parce qu'on était allé monter trop vite, trop haut, et on a dû revoir à la baisse. Donc, c'était vraiment des périodes difficiles. Et clairement, c'était parce que la crypto-monnaie, le Bitcoin avait chuté. Quand c'est remonté, on a remonté. Et quand ça rebaisse, la question c'est est-ce que ça va rebaisser ? Alors aujourd'hui,
on est moins exposé. Pourquoi ? Parce qu'on a une part du chiffre d'affaires de plus en plus importante, qui vient en fait de l'usage et des transactions qui sont effectuées. Et on voit que même si le prix baisse, en fait, les volumes, l'usage restent présents. Et donc, on est capable de dériver des revenus substantiels et de plus en plus importants de par l'usage de la finance décentralisée en général. Et donc, évidemment, si demain Bitcoin s'écroule complètement, ça va faire mal et Ledger, ça va souffrir. Mais bon, là, on a encore de quoi voir venir parce que là encore, en relevant de l'argent, on est capable aussi d'être beaucoup plus stable et solide au niveau des fondations. Donc, on peut voir venir encore plusieurs cycles compliqués, mais on va moins en souffrir parce qu'on essaie justement de compenser cette volatilité par un revenu qui va venir de différentes sources. Ok. Donc aujourd'hui, vous détenez quand même la sécurisation de 15% des crypto-actifs mondiaux. Oui. Comment est partagé géographiquement votre marché et quelle est la part de l'Europe et plus particulièrement de la France sur ce marché justement ? Alors Ledger, 98% de nos revenus sont à l'étranger, donc en dehors de la France. La France, c'est que 2% du marché. En tout cas, là, je parle des ventes et des revenus, pas forcément de ce qu'on stocke, parce qu'on n'a pas d'informations géographiques sur le montant qui est sécurisé par Ledger. C'est juste fait par en fait, une anonymisation de données, etc. On a des indicateurs, donc on sait à peu près ce qu'on fait, mais par contre, on n'a aucune information sur où, comment, etc. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en matière de répartition du chiffre d'affaires, qui peut quelque part donner une bonne idée sur la répartition de l'usage, c'est les États-Unis. C'est quand même le premier marché avec quasiment 30%, un tiers. Ensuite, on a l'Europe qui va faire un tiers. L'Asie va faire 20% et puis le reste du monde va faire 10, 15. Et après, tout ça, ça bouge un petit peu en fonction des moments. Mais on est assez distribué quand même dans le monde. Il y a ces États-Unis. Voilà, les États-Unis, c'est vraiment un marché énorme. Et après, le reste, c'est quand même bien distribué. Mais en Europe, par exemple, le plus gros marché, ça va être l'Allemagne. Par moments, ça peut être un peu l'Angleterre. Mais ça bouge aussi en fonction finalement de ce qui peut se passer. Et du reste, on voit, par exemple, là, au Salvador, le Bitcoin est devenu une monnaie légale. Donc ça, c'est un changement énorme pour Bitcoin en tant que tel. Bon, est-ce qu'on va vendre plus de hardware wallet là-bas ? Peut-être. On va voir, parce que tout ça, c'est très récent. Mais on est effectivement... ça dépend de ce qui va se passer dans chacun des pays, parce que tout le monde, ils ont tous une vélocité différente dans l'usage et l'adoption des crypto-monnaies. Ok, merci beaucoup. Donc pour parler plus largement de l'univers des crypto-monnaies, donc en plus de 10 ans, le Bitcoin et plus largement donc, l'écosystème des actifs digitaux ont créé un espace économique et financier qui représente plus de 1000 milliards de dollars. Donc c'est énorme, c'est quasiment la puissance monétaire d'un État. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé à créer une telle néo-architecture économique et financière et surtout à donner aux gens la confiance d'investir dans ce nouvel actif financier ? C'est très simple. Tout ça, ça revient à pourquoi Bitcoin a-t-il été créé. Quand Bitcoin a été créé en 2008, c'était à la fois en fait, une prouesse technologique, mais aussi une prouesse économique et monétaire, puisque l'idée, c'était de proposer une monnaie, peu importe si elle est reconnue ou pas, mais une monnaie qui soit mondiale, qui ne dépende pas de tiers de confiance, qui ne dépende pas des banques, etc. Et si au début, ça a fonctionné, quelqu'un s'est intéressé à ce projet, c'est parce qu'il y avait un véritable besoin. Il y avait déjà une défiance des États et des banques centrales. En 2008, n'oublions pas que c'était quand même une grande crise économique. Et si aujourd'hui, si à l'époque cette défiance était portée plutôt par les cypherpunks ou par des gens qui étaient un peu anarchistes contre le système, etc. Donc c'était au tout début dans cette bulle-là. Aujourd'hui, finalement, la question de la défiance par rapport à la monnaie, elle se pose de plus en plus. Et
avec la crise du Covid, par exemple, où on a dû finalement imprimer énormément de monnaie pour payer la facture de la difficulté, de la crise économique due donc à la pandémie, je pense que tout le monde comprend bien que si on imprime de la monnaie, à un moment, cette monnaie va avoir de moins en moins de valeur. Et pourquoi est-ce que Bitcoin a de la valeur ? Question que les gens peuvent se dire, mais Bitcoin, ça ne repose sur rien, pourquoi ça a de la valeur ? Enfin, ça, c'est des vraies questions qui sont tout à fait légitimes. Mais en fait, Bitcoin n'a de la valeur que parce que, finalement, on décide de lui en donner et que d'autres personnes sont d'accord pour lui donner de la valeur. C'est un effet réseau. Et comme il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues que Bitcoin apporte une réponse, ou d'autres crypto-monnaies apportent une réponse à un problème, et que la technologie, depuis 10 ans maintenant, a démontré qu'elle est fiable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment échanger des bitcoins sur Internet de façon sécurisée, qu'on ne peut pas faire de faux bitcoins, qu'on ne pourra jamais en faire plus que 21 millions, qu'il n'est pas, finalement, c'est pas si facile que ça d'attaquer le mining, etc. Donc aujourd'hui, les gens, on dit technologiquement, ont confiance, et de plus en plus, aussi avec l'arrivée finalement de millennials et des millennials et d'autres qui ont une vision différente de l'économie, de ce qu'est une banque, de ce qu'est la monnaie, vont rajouter encore une couche de confiance supplémentaire à Bitcoin, aux crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on voit dans le monde entier, en fait, une augmentation de l'intérêt et donc une augmentation de la market cap, de la valeur totale de ces crypto-monnaies. C'est parce que ça répond à une véritable problématique, que ça fonctionne et que de plus en plus de gens y adhèrent. Alors effectivement, il y a justement des personnes, des particuliers qui investissent dans le Bitcoin, mais on voit aussi de plus en plus d'entreprises qui investissent une partie de leur trésorerie en Bitcoin. C'est par exemple le cas, on a beaucoup parlé de micro-stratégie. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, mais est-ce que vous pensez que le Bitcoin peut devenir une valeur refuge au même titre que de l'or, par exemple ? Alors, oui. Parce qu'en fait, c'est une question de tradition. L'or est une valeur refuge parce qu'il y a des millénaires en fait, de tradition dans ce domaine-là. Le Bitcoin peut suivre la même voie. La différence, c'est qu'on le voit dans notre société, on va de plus en plus vite. Et tout va toujours plus vite. Et donc, je pense qu'une tradition peut devenir tradition beaucoup plus rapidement. Je ne pense pas qu'on va attendre des millénaires avant que le Bitcoin devienne une valeur refuge. Et on va y arriver finalement parce qu'on va passer des étapes. Au tout début, effectivement, c'est des particuliers qui utilisaient ça comme ça, donc c'était des geeks. Ensuite, il y a eu un usage qui a été fait, qui a été porté par les places de marché un peu illégales, parce que souvent, comme toute nouvelle technologie, c'est là où en fait, les premiers à les utiliser, ça va être des personnes qui sont peut-être hors la loi, etc. Et ensuite, on a passé un autre cap avec de plus en plus de particuliers, de programmeurs, de gens qui ont découvert finalement ça. Et on a passé des caps. Aujourd'hui, les geeks sont toujours là, les places de marché illégales sont toujours là, mais en fait, ça représente peut-être que quelques pourcents, on le démontre, ça représente plus que quelques pourcents finalement des échanges. Et donc, on gagne en maturité. Les entreprises arrivent, effectivement, des entreprises placent leur trésorerie, comme Tesla. Et on pensait que moi, je me disais, effectivement, un jour, ce sera cette prochaine étape, quand les entreprises intégreront le Bitcoin à leur bilan. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Alors bon, c'est encore très très peu le cas, mais... Alors justement, il y a une étude qui est parue le 16 février de cette année par l'enseigne Gartner, une enseigne britannique. Et ils ont interrogé 77 directeurs financiers. Et sur ces 77 directeurs financiers, uniquement 5% d'entre eux ont dit qu'ils envisageaient peut-être en 2021 d'investir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Vous êtes aussi, du coup, vous le disiez tout à l'heure, vous avez contribué à la fondation de CoinHouse. Est-ce que vous connaissez la part justement de particuliers qui investissent en Bitcoin par rapport à la part des entreprises? Alors c'est difficile à dire parce que il faut prendre en compte aussi toutes les places de marché dans tous les pays. En France, ce qui est sûr, c'est que c'est une écrasante majorité de particuliers. Je pense qu'il y a peu d'entreprises qui investissent, alors il y en a, mais qui ont du Bitcoin dans leur bilan parce qu'ils ont un excédent de trésorerie, etc. Mais ça reste, ce ne sont pas des entreprises de premier plan, en tout cas, peut-être qu'il y en a, mais ils ne le communiquent pas. Mais ça, c'est quelque chose qui n'aurait été inenvisageable encore il y a 18 mois. Donc on passe vraiment des caps, on avance. Et la prochaine étape, c'est le fait que des États commencent à finalement
ajouter à leur bilan, et les banques centrales de certains États ajoutent à leur bilan le Bitcoin. Et ça, c'est une étape supplémentaire. Moi, je pensais que ça arriverait plutôt en 2025, parce que ça, c'est quand même un changement vraiment très, très, très important. Là, il se trouve que le Salvador l'a fait. En tout cas, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que vraiment il va se passer quelque chose? Je reste quand même prudent. On ne peut que se réjouir, effectivement, qu'une telle chose arrive. Mais voyons vraiment ce qui va se passer. Mais clairement, pour moi, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire là, on va avoir encore une accélération de l'usage et de l'intérêt pour Bitcoin. C'est quand il rentrera au bilan en fait, des banques centrales de certains pays. Et pour moi, c'est inéluctable. Parce qu'à un moment, ça deviendra effectivement une valeur refuge. Et d'un point de vue stratégique, d'un point de vue géopolitique, il ne sera pas possible de ne pas en avoir. Et ça va être la course à l'armement. Un jour, un pays va en prendre, donc du coup les autres vont en prendre, et puis ça va être un effet boule de neige. Et donc du coup là, on aura passé un cap, je ne sais pas s'il y a un cap après, hein, peut-être aller sur Mars avec le Bitcoin, mais là ce sera quand même quelque chose de très très important. Mais je pense que ça va encore prendre du temps, hein, 2-3 ans pour arriver à ça, mais peut-être qu'on va avoir une accélération et je vais peut-être être surpris. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de Bitcoin. Il faut dire que le Bitcoin, c'est la plus grosse devise spéculative qui n'ait jamais existé. Elle se trade H24, contrairement aux bourses qui, elles, ont une horaire de fermeture et une horaire d'ouverture. Et le prix du Bitcoin, vous l'expliquiez un peu tout à l'heure, son historique, mais c'est complètement envolé depuis la création du Bitcoin au lendemain de la crise des subprimes en 2008. Et on le rappelle, en 2010, le prix du Bitcoin était toujours très bas. Donc il y a cette anecdote d'un développeur de logiciels aux US qui a acheté 2 pizzas pour le prix de 10 000 bitcoins. Donc aujourd'hui, ça reviendrait à $1,5 milliard. Donc on espère déjà qu'il a apprécié ces 2 pizzas parce que c'est un sacré investissement. Est-ce que selon vous, la mode du bitcoin va finir par s'envoler ou être plafonnée et va laisser peut-être place à une autre crypto-monnaie? Non, tout simplement parce que ce n'est pas une mode. C'est-à-dire que c'est un vrai changement de paradigme, on peut dire. Hein. C'est une réinvention totale de la manière dont on définit la confiance et la monnaie. Maintenant que c'est là, on ne pourra plus l'annuler et les États n'auront pas d'autre choix que de l'embrasser. On va encore voir, et c'est le cas, hein, aujourd'hui, il y a des propositions de complètement bannir les crypto-monnaies parce qu'effectivement, ça remet en cause quelque part le pouvoir monétaire des États. Et donc à un moment, au début, ils ne le prenaient pas au sérieux. Je pense que là, ils commencent à se dire, oula, mais à un moment, ça peut poser un problème. Et de leur point de vue, je le comprends. Et donc, ils vont essayer de l'interdire. Mais voilà, ça va continuer. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une autre crypto-monnaie pourrait venir supplanter finalement le Bitcoin ? Alors bon, on peut faire que des suppositions. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il peut y avoir, il y a des compléments au Bitcoin. Hein. Par exemple, Ethereum permet de faire des choses que le Bitcoin ne permet pas, hein, juste pour ne citer que Ethereum. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux. En fait, il y a plusieurs réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a LinkedIn. Il y a Weibo, il y a des réseaux sociaux locaux ou alors à thème. Hein. Et donc pour les crypto-monnaies, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le Bitcoin qui aujourd'hui représente peut-être la réserve de valeur, Ethereum qui va représenter la finance décentralisée. Et je vais m'arrêter là parce que je vais en citer pas d'autres et après on va m'en vouloir parce que je n'aimerais pas citer telle ou telle crypto-monnaie. Mais je pense que Bitcoin va vraiment rester la crypto-monnaie de référence parce que finalement, elle a démontré une véritable résilience et c'est ça qui contribue finalement au fait que les gens y font confiance. Et du reste, c'est le Bitcoin que le Salvador a choisi, pas une autre crypto-monnaie. Donc on continue d'aller dans cette direction. Donc voilà, moi à titre personnel, par exemple, mes investissements sont principalement en Bitcoin parce que je pense que c'est la valeur refuge. Enfin, pour moi, j'en suis convaincu et je continue à être convaincu dans cette direction. Alors, vous parliez aussi, vous venez de parler des États et de la relation des États avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc, justement, on voit de plus en plus que les crypto-monnaies échappent totalement au contrôle régalien. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un État souverain qui détient les monnaies de son État. On voit même des entreprises privées qui créent leurs propres crypto-monnaies. C'est le cas de Facebook, par exemple, avec Libra en 2019.
Est-ce que vous pensez qu'on va arriver justement vers cette finance décentralisée dont vous parliez totalement, où les crypto-monnaies viendront remplacer totalement les devises traditionnelles comme le dollar, l'euro? Et si oui, quels en seraient les risques justement géopolitiques et sociaux? Alors c'est une question complexe. Pour moi, je n'ai pas de doute que la technologie blockchain et, on va dire, la manière d'échanger des jetons par cette technologie et donc de pouvoir avoir une finance effectivement décentralisée, pair à pair, qui soit extrêmement performante, ça va arriver. La question suivante, c'est est-ce que le token, donc l'unité dans laquelle on va faire toutes ces opérations financières, est-ce que ça va être un token qui vient de Bitcoin, par exemple, ou une autre, en tout cas, d'un token, d'une monnaie décentralisée, dont l'émission et la politique monétaire, effectivement, échappent complètement à l'État, aux États. Et donc, il ne peut pas y avoir, finalement, de manipulation politique pour forcer telle ou telle chose. Ou alors, est-ce qu'on va utiliser, et ça existe déjà, ce qu'on appelle des stablecoins, des tokens dont la valeur est associée à $1, par exemple, ou €1. Et auquel cas, on continue d'avoir le dollar comme monnaie étalon pour l'État, etc. Mais plutôt que d'utiliser l'ancien système archaïque bancaire, on va utiliser des technologies qui permettent d'avoir des échanges pair à pair et de pouvoir être beaucoup plus performants. Je pense qu'on arrivera en fait aux deux. Je ne crois pas une seule seconde que les États-Unis renonceront au dollar et diront on va prendre le Bitcoin parce que bon, c'est la base des États-Unis, c'est finalement de faire en sorte que le dollar soit partout et leur économie est basée là-dessus, donc ils ne vont quand même pas se tirer une balle dans la tête. Par contre, il est possible qu'ils utilisent qu'il y ait de plus en plus de stablecoins qui soient utilisés et donc de permettre d'avoir une sorte de finance décentralisée, entre guillemets, parce que si j'utilise le dollar, elle n'est pas vraiment décentralisée, mais en tout cas la technologie permettra d'être beaucoup plus souple et efficace. Et ça permettra finalement d'ouvrir la porte au Bitcoin, qui du coup, à partir du moment où les utilisateurs, les gens seront assez à l'aise avec cette notion de cette nouvelle manière finalement de faire des transactions en ligne, ils pourront d'autant plus accepter le Bitcoin, puisque la seule différence, ce sera l'émission monétaire et la politique monétaire. Mais en tout cas, la notion peut-être de blockchain, même si elle ne sera pas évidente aux yeux des utilisateurs, mais la notion de token et de tokenisation, elle, sera beaucoup plus acceptée. Donc je pense que c'est peut-être comme ça qu'on va y arriver, c'est-à-dire d'abord les stablecoins et de plus en plus finalement de fintech qui vont proposer des solutions efficaces et donc moins chères et plus intéressantes pour les utilisateurs, mais qui utiliseront l'euro ou le dollar. Et c'est là où on arrivera à une adoption de masse. Et c'est peut-être là, après, que le Bitcoin pourra encore croître, puisqu'on aura ouvert la porte avec ça. Donc, pour parler aussi des risques un petit peu des bitcoins et des crypto-monnaies, c'est vrai que les crypto-monnaies, c'est un anonymat dans les transactions, c'est l'absence de contrôle et de frontières. Est-ce que le bitcoin pourrait aussi être une aubaine pour certaines criminalités, un paradis fiscal pour les mafias ? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est évident que le bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont utilisées par par des criminels pour vendre de la drogue sur Internet ou alors pour faire ce qu'on appelle des rançongiciels en français, le fait des crypto-lockers. Et ça, il y a eu pas mal d'affaires là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que finalement, la contrepartie financière qu'on va recevoir en crypto-monnaie est plus facile à gérer que si on devait recevoir des virements, etc. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est pseudo-anonyme, on peut réussir plus facilement à gérer ça et éviter finalement et aller peut-être plus vite que la police qui n'est pas encore équipée. Cependant, les blockchains sont traçables, les blockchains sont certes pseudo-anonyme, mais il existe des outils qui permettent de décoder pas mal de choses. Et en fait, tout ça, c'est un jeu de chat et de la souris avec, finalement, entre la police et les criminels, entre les bandits et les voleurs. La police, les moyens finalement d'enquête s'équipent et sont capables aujourd'hui d'aller même arrêter des gens grâce à la blockchain. Finalement, la crypto-monnaie, le bitcoin ne va pas favoriser le crime.
il va être utilisé par des criminels parce que ça va être non plus utile. Mais aujourd'hui, toute la criminalité, etc., ça se fait majoritairement avec le dollar, l'euro, les banques, etc. Même si c'est facile de pointer du doigt les crypto-monnaies parce que du coup, ça arrange. Mais en 95, on parlait d'Internet comme le repère des pédophiles, le repère aussi des criminels. Et donc, c'était horrible. Et effectivement, c'est un peu le phénomène des nouveautés qui voilà, font des peur nouveautés. aussi. Et puis Aujourd'hui, Internet, c'est toujours le repère, malheureusement, des pédocriminels. Mais ce n'est pas que ça. Et du coup, on ne dit pas qu'il faut arrêter Internet parce qu'il y a des gens qui font des choses pas bien avec. Avec les crypto-monnaies, c'est pareil. Les crypto-monnaies, pour prendre l'exemple du paradis fiscal, non, ça ne marche pas. C'est pas parce que, par exemple, vous faites payer en crypto-monnaie, en bitcoin, et que vous ne déclarez pas au fisc. Certes, ça peut fonctionner, mais à un moment, vous allez acheter une voiture, acheter un appartement, vous allez vivre normalement et vous allez vous faire griller parce que vous avez les signes extérieurs de richesse. Donc, je veux dire, ce sont des technologies qui peut-être facilitent un certain nombre de choses, mais après, on se retrouve face à des moyens d'enquête qui aussi se mettent au niveau. Puis à la fin, on se retrouve toujours face à la limite physique qui est que si je veux acheter un appartement quelque part ou vivre dedans, avoir une voiture, faut bien, ça va se voir et puis je vais prendre un risque. Et donc, à moins de rien faire et de vivre dans une cave, on n'a pas grand-chose à gagner. Donc, je pense que le vrai risque des crypto-monnaies, c'est le fait, finalement, de croire qu'on peut devenir riche rapidement avec ça et de faire n'importe quoi, d'investir dans des shitcoins, c'est-à-dire dans des crypto-monnaies qui n'ont pas un grand avenir, de se faire finalement... Je ne connaissais pas ce terme, shitcoin. Shitcoin, oui, c'est un terme consacré pour dire des crypto-monnaies qui sont créées comme ça, juste sur des bases marketing. Là, oui, il y a un danger. C'est-à-dire que les gens, en fait, ne savent pas ce que c'est. C'est quand même compliqué de gérer ces crypto-monnaies. Là, il y a un vrai besoin d'éducation. Et c'est là où est le vrai danger. C'est quelqu'un qui ne sait pas et qui, même si, qui peut faire des bêtises, en fait, il peut perdre ses bitcoins lui-même s'il fait n'importe quoi. On le voit bien avec Ledger, on le sécurise. Mais après, des gens font des erreurs. Et pareil, s'ils investissent dans n'importe quoi, ils peuvent se faire avoir. Et après, ils garderont un mauvais souvenir des crypto-monnaies en disant « je me suis fait avoir », etc. Parce que oui, là aussi, il y a des criminels qui essayent de profiter de la naïveté des gens et du fait qu'ils ne savent pas pour leur vendre n'importe quoi. Donc je pense que c'est ça, pour moi, le vrai danger. Et donc ça nécessite une éducation. Et c'est aussi le rôle de Ledger, en tout cas, de faire l'éducation, par exemple, sur la cybersécurité, la sécurité. C'est le rôle de CoinHouse d'expliquer pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi avec son argent et qu'il faut investir de manière responsable, etc. etc. Là, c'est aux acteurs, en fait, d'être responsables par rapport à leurs activités. OK. Donc, par exemple, un pot de vin entre politiques, s'il est réglé en Bitcoin, il peut, in fine, quand même être tracé. Bah oui. Alors, effectivement, on peut tout à fait imaginer ça. Quelqu'un qui paye un pot de vin, au lieu de balancer du cash, il va le faire en Bitcoin. Bon, vu le niveau IT, en fait, des politiques, j'y crois pas trop, mais admettons. Mais après, en fait, voilà, il faudra bien le dépenser, il faudra bien l'utiliser, et ça va se voir. Au même titre que le cash, ça se voit aussi à un moment, parce que, tiens, ta Ferrari, voilà, donc ça nécessite quand même une certaine, de prendre des précautions à tous les niveaux, et le Bitcoin ne résout pas tous les problèmes. OK. Donc la problématique principale, pour changer un petit peu de sujet, en venir à l'environnement, la problématique principale du Bitcoin, c'est donc cette problématique environnementale. Donc le processus de création du Bitcoin, qui s'appelle le minage, consiste à faire tourner des milliers d'ordinateurs 24 heures sur 24. Donc c'est très énergivore, ça consomme des quantités monstrueuses d'électricité. Donc, par exemple, pour donner un ordre d'idée, à l'époque où on pouvait acheter une Tesla en Bitcoin, le simple acte d'achat, donc la transaction, revenait à faire tourner cette même voiture, enfin faire rouler cette voiture pendant 5000 km. Et une comparaison a été faite aussi que le Bitcoin consomme plus d'énergie que la Suède. Est-ce que, selon vous, on pourrait créer une crypto verte ? Alors, oui, on peut créer une crypto verte qui serait le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que, alors oui, le Bitcoin en tant que tel nécessite la consommation de beaucoup d'énergie parce que c'est la seule manière, en fait, de créer une confiance décentralisée. Il y a d'autres manières, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais dans des débats techniques, puisqu'effectivement, il est possible d'avoir des crypto-monnaies qui ne fonctionnent qu'avec de la preuve de possession, mais on rentre dans des choses plus complexes et moins sécurisées. Et c'est pour ça que le Bitcoin reste aujourd'hui, s'il y avait une autre solution, tout le monde y serait allé. Et en fait, quelque part, c'est le pendant en fait, d'avoir une véritable sécurité et d'être certain qu'il n'est pas possible de modifier la blockchain, c'est d'y mettre
derrière en fait un coût énergétique, un coût en euros, puisque pour dépenser l'énergie, il faut payer. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à le sécuriser. L'objectif de Bitcoin, et je pense que des mineurs, etc., c'est de pouvoir utiliser de l'énergie renouvelable. Et le Bitcoin s'y prête très bien, le mining s'y prête très bien. Pourquoi ? Parce que on sait bien qu'on ne peut pas stocker l'énergie. On sait bien aussi que les centrales qui utilisent de l'énergie renouvelable dépendent finalement d'éléments extérieurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Par exemple, quand il y a du soleil, pas de soleil, quand il y a du vent, pas de vent, quand d'un seul coup il y a pour l'hydroélectrique beaucoup plus de courant, etc. À un moment, il y a des surcharges, il y a plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle de l'énergie fatale. C'est de l'énergie qui, du coup, personne ne la dépense, donc elle va aller nulle part. Et donc ça, c'est une aubaine pour les mineurs. Et donc les mineurs se mettent, les entreprises qui justement dépensent cette énergie, souvent vont utiliser cette énergie parce qu'elle va être moins chère, ce qui a un effet d'aubaine, une opportunité. Et donc ça favorise finalement l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est estimé qu'il a entre 30 et 40% d'énergie renouvelable et ça va continuer parce que ça, comme je le disais, plus de sens d'utiliser l'énergie renouvelable que l'énergie de charbon parce que finalement, il suffit d'éteindre la centrale à charbon si jamais il n'y a pas d'électricité et donc c'est pas moins cher. Donc il y a un véritable incentive économique d'utiliser de l'énergie renouvelable. Et après, quant à la question de se dire mais pourquoi, de toute façon, renouvelable ou pas, pourquoi est-ce qu'on on dépense autant d'énergie pour ce truc, c'est scandaleux, etc. En fait, on fait un coup de projecteur sur la consommation du Bitcoin en disant, rendez compte, c'est comme la Suède ou je ne sais pas quoi, c'est scandaleux, ça ne sert à rien. En fait, si on commence à faire ce type de comparaison, on peut regarder plein de choses et se dire, je sais pas, à chaque fois que j'envoie un email, ça consomme une fortune, aussi en électricité. Quand je vais faire telle ou telle chose, ça va forcément consommer aussi beaucoup d'énergie. Et à un moment, c'est une question de se dire, est-ce qu'on est un collapsologue ? C'est-à-dire est-ce qu'on dit on doit tout arrêter parce qu'il faut protéger la planète ? Mais on ne peut pas juste faire le procès du Bitcoin parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses. C'est téléphone portable, tout, on consomme de l'énergie. Donc, la réponse, à mon sens, puisque le Bitcoin répond à un problème et qu'il y en a un besoin, si les gens le veulent, c'est pas juste comme ça. Donc, il est là, il existe et répond à un problème, donc il a un coût énergétique comme tout. La réponse est d'aller dans l'éco-responsabilité et de faire en sorte d'avoir des incentives pour que Bitcoin utilise de plus en plus d'énergie renouvelable. Et c'est ça, aujourd'hui, s'il y a 30-40% déjà, on va continuer. Et je pense qu'on va résoudre cette problématique de cette manière. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble, donc la raison pour laquelle Elon Musk notamment a décidé d'arrêter de la vente de ses Tesla via Bitcoin, c'est notamment parce que les fermes donc, de minage sont situées en Chine et que la Chine utilise principalement de l'électricité à base de charbon. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi décentraliser ces... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'électricité, il y a beaucoup de minage en Chine et ça peut aussi poser un problème géopolitique. Donc maintenant, alors pour répondre à Elon, en fait, Elon Musk, il a dit que Tesla n'allait pas plus accepter des paiements en Bitcoin parce que une majorité de la consommation électrique n'est pas renouvelable. Mais ça, il le savait déjà, il n'est pas bête, oui. Il n'a pas découvert après. Donc, probablement, ce qui s'est passé, c'est que Tesla reçoit énormément d'argent, en fait, parce que ils ont des crédits, des crédits décarbonés qu'ils doivent revendre à d'autres, etc. Et ils ont un score à avoir. Et ça veut dire qu'en finalement, l'État pouvait dire à Tesla, puisque vous avez accepté du Bitcoin, on va vous rajouter en fait finalement un malus carbone à cause de ça. Et donc ça a dû à un moment menacer leur business model. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de rétropédalage bizarre de la part d'Elon Musk qui a dit non mais on arrête parce que alors qu'il le savait très bien avant. Donc il a dû se passer quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit lié à la Chine en particulier. Donc c'est lié au fait qu'il n'y ait effectivement pas encore assez d'énergie renouvelable et qu'il a dû se retrouver coincé avec le régulateur ou quelque chose. Tu as une autre histoire, là je spécule évidemment, mais ça me paraît plus probable qu'il soit passé quelque chose comme ça qu'à un moment il soit réveillé en disant ah bah oui tiens quand même ça consomme beaucoup d'énergie, le charbon, alors que bon il le savait très très bien. Il avait déjà fait ses due diligence, il l'a pas découvert comme ça. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Eric. On va désormais passer aux questions du public. Donc, on va vous demander, lorsque vous posez vos questions, de bien sûr ouvrir votre micro et allumer aussi votre webcam si possible. Donc, la première question est celle de Christophe. Donc, Christophe Copin, vous avez la parole.
Je vais lire la question de Christophe. Oui, c'est parce que malheureusement, c'est souvent comme ça. Alors, quelles sont les dernières applications de la blockchain et quels sont les pays qui ont pris le lead en la matière? Oula, Christophe, merci pour la question. Question assez ouverte. Alors, en fait, les dernières applications de la blockchain, c'est vraiment ce que j'appelais la finance décentralisée, c'est-à-dire la capacité de pouvoir échanger des valeurs vraiment sur Internet de façon extrêmement rapide, que ces valeurs soient associées en fait à d'autres choses. On parle de tokenisation. Donc on peut tokeniser tout un tas de biens physiques. Donc pour moi, en fait, en 2018, on parlait beaucoup de la blockchain pour faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris que la blockchain n'a de sens que si elle travaille et elle est en rapport avec un token qui a une valeur marchande pour pouvoir lui donner finalement un véritable enjeu et donc justifier toute cette sécurité, etc. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment la finance décentralisée. Et évidemment, le pays qui a le plus d'avance dans ce domaine-là, ce sont les États-Unis, puisque c'est là où encore aujourd'hui se passe beaucoup de choses. Toutes les autres expérimentations dont on peut parler en disant ouais, c'est une sorte de blockchain avec des pays qui font des blockchains centralisées, etc. Ça, je mets ça pour moi, ça n'existe pas. C'est juste de la poudre aux yeux et c'est la base de données classique. Donc, je reste pour moi convaincu que les applications blockchain, ce sont les tokens, le Bitcoin, la finance décentralisée en général. Alors, prochaine question de Julien Ramès. Est-ce qu'on a le son ? Non. Bon, alors je la lis aussi. On va poser parce que c'est plus simple. Comment se passe l'arrivée de Ian Rogers ? Qu'est-ce que cela apporte en plus d'avoir une personne venant du luxe ? Et la blockchain permet des prouesses, notamment la capacité à gérer des votes électroniques. J'ai pas la fin de la question, donc on va s'arrêter à qu'est-ce que cela apporte en plus d'avoir une personne venant du luxe. Alors Ian Rogers, effectivement, il vient du luxe. Il était chez LVMH avant, mais il vient aussi du domaine d'Internet avant. Il avait fait pas mal de choses avant d'arriver chez LVMH. Il avait travaillé aussi avec Apple Music. Donc il a un profil assez... Ian Rogers, on ne va pas le mettre dans la catégorie du personne qui fait du luxe. C'était un peu un électron libre et un profil intéressant quand il est arrivé chez LVMH. Et pourquoi est-ce qu'il est venu chez Ledger ? Pourquoi est-ce qu'il a mis son coup d'opportunité chez Ledger ? Parce qu'en fait, il aurait pu, avec le profil qu'il avait, ce qu'il a fait, il aurait pu aller n'importe où. Il a choisi d'aller chez Ledger parce que, déjà, je pense que c'est un peu une sorte de révolutionnaire et qui s'est dit peut-être chez LVMH, bon, la révolution, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et il a quand même des idées. Il aime bien faire des choses un petit peu différentes, un peu edgy. Et je pense qu'il avait envie de mettre à disposition sa connaissance du produit, sa vision du produit, dans quelque chose qui allait vraiment pouvoir changer le monde d'une certaine manière. Je sais qu'on dit tous ça. Et l'impact chez Ledger, c'est d'avoir quelqu'un qui a une très très bonne vision du produit, qui a fait ça dans différents univers et qui va pouvoir permettre de passer à la vitesse supérieure, sortir un petit peu de la geekitude de Ledger, qui a vu que c'est très sécurisé, personne ne comprend ce qu'on fait, même si on essaye de simplifier, on dit la sécurité, le Bitcoin, on est quand même dans un univers où déjà on a perdu 95% ou 99% des gens. Voilà, son objectif à lui, c'est de le rendre mainstream, de le rendre accessible à tous et de pouvoir utiliser toute son expérience d'homme du produit dans différents univers. Il y a tout un travail du coup de démocratisation de démocratisation, d'éducation. Et bon, ça, on essaie de faire ça depuis très longtemps, mais c'est très, très difficile. Alors, on a une question de Clément Marty, que je vais lire également. Sauf si Clément est là. Suspense. Non. Oui, je suis là. Ah, parfait. Merci Clément. Si, je suis là. Parfait. Je vais mettre ma caméra juste. Hop. Oui. Bonjour, j'avais une question, vous en avez un peu parlé tout à l'heure de la régulation par rapport au marché crypto. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de la régulation qui est quasi inexistante aujourd'hui. Et tout à l'heure aussi, vous avez parlé des États qui pourraient interdire les crypto-monnaies. J'avais vu le CEO de Kraken aussi qui avait fait une déclaration par rapport à ça il y a quelques semaines. Je voulais savoir si pour vous c'était un scénario qui était envisageable. Et sinon, quel serait le pire scénario pour vous en termes de régulation justement ?
Donc la régulation, c'est quelque... Alors en France, après c'est difficile de... Je vais parler pour la France, parce que chaque pays a ses régulations, et donc je ne vais pas faire un tour d'horizon, puis en plus j'en serais incapable, parce que ça bouge beaucoup. En France, il y a une régulation, hein, il y a eu... aujourd'hui, en fait, par exemple, CoinHouse a une licence qui lui permet de pouvoir acheter, vendre des bitcoins, donc il y a une régulation qui existe. La problématique en France, c'est que malgré l'existence d'une régulation, les acteurs bancaires ne jouent pas le jeu et un acteur français qui voudrait faire de la crypto-monnaie aura du mal à ouvrir un compte en banque. Donc là, il y a une vraie problématique. À la fois, on essaie de mettre en place une régulation positive, parce que c'est pas une régulation, enfin c'est une régulation qui est complexe, mais qui permet quand même d'avancer. Et en même temps, il y a toujours cette peur en fait du système financier et bancaire qui veut pas jouer le jeu et qui limite énormément le développement en fait des entreprises françaises. Alors en France, il y a l'ADAN, qui est l'association pour le développement des actifs numériques, qui fait un travail extraordinaire pour pouvoir justement faire avancer la régulation dans le bon sens en France et en Europe. Parce qu'effectivement, il y a certains politiciens qui, par exemple, avec les crypto-lockers, donc les rançongiciels, le fait qu'il y ait les Russes ou d'autres qui vont venir attaquer des entreprises et demander un paiement en bitcoin, les politiciens se disent bon, c'est simple, il suffit d'interdire le bitcoin, on va résoudre tous les problèmes et d'interdire les crypto-monnaies. Donc le pire scénario, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une espèce d'envolée en disant bah oui, ça y est, les crypto-monnaies, c'est le mal, c'est pas bien, etc. Il faut les interdire. Et là, non seulement ça va être contre-productif, parce que tout ce qu'on va réussir à faire, ça va être finalement de casser les ailes, surtout si ça se fait en France, par exemple, de casser les ailes en fait, des entreprises françaises et de la capacité à la France de pouvoir finalement déployer ces technologies à l'international. Alors bon, Ledger, je pense, n'est pas affecté, parce que nous, on ne fait pas vraiment du Bitcoin, on fait de la carte à puce. C'est aussi ça ce qui nous a aidés au début. Si les banques n'ont pas fermé nos comptes, c'est parce qu'on ne faisait pas vraiment du Bitcoin. Mais vraiment, pour CoinHouse, ça a été très, très compliqué. Longtemps, il a fallu qu'on soit à l'étranger en matière de compte bancaire. Et donc ce serait ça le scénario catastrophe, non pas pour la crypto-monnaie Bitcoin, parce que Bitcoin va très très bien fonctionner, même s'il est interdit par un ou plusieurs États, mais par contre ce serait très très dommage en fait pour la France si jamais un jour on en arrivait là. Mais bon, moi j'y crois pas parce que c'est tellement contre-productif et bête que ça me paraît être un scénario quand même peu plausible, même si malheureusement, par manque d'éducation, des fois les politiques peuvent prendre des décisions absurdes. Alors la prochaine question, c'est celle de Hélène. Je crois que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Y a-t-il des crypto-monnaies dont il faut se méfier? Vous nous parliez des shit crypto, je sais. Des shitcoins. Des shitcoins. Alors oui, je ne vais pas citer de nom, mais en général, des crypto-monnaies qui sont complètement nouvelles, avec des gens qui vous en parlent, qui vous disent qu'il faut absolument en acheter, avec des trucs marketing bizarres où, en fait, dès qu'on va vous faire une promesse qui semble trop belle pour être vraie, c'est qu'on sait probablement que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Et donc c'est ça, il faut faire attention. Je pense que si vous débutez, si vous voulez débuter en crypto-monnaie, faire un investissement, etc., moi ma recommandation, c'est d'aller uniquement sur le Bitcoin ou l'Ethereum, ou les choses qui sont vraiment connues, qui existent depuis très longtemps. Je ne dis pas que toutes les nouvelles crypto-monnaies sont des shitcoins et sont des arnaques, pas du tout. Mais si vous n'y connaissez rien, et que vous n'avez pas envie de passer du temps à comprendre, allez sur vraiment des valeurs sûres et surtout vous ne faites pas embarquer sur des investissements bizarres parce que vous allez voir des vidéos YouTube ou des choses qui vont vous retourner le cerveau et vous faire croire que vous allez devenir riche très rapidement parce que voilà, souvent ça peut souvent mal se terminer. Et si vous achetez vos crypto-monnaies, essayez de le faire si possible sur des plateformes françaises et régulées. Comme CoinHouse. Comme CoinHouse, mais on n'est pas les seuls. Donc, ouais. On a une question de Tessa qui souhaiterait savoir pourquoi avec certaines cryptos, il faut un wallet tierce. Alors, je ne suis pas sûr du sens de la question. Dans tous les cas, il faut un wallet. Si la question, c'est pourquoi... Comme exemple, elle a dit XMR et Neo. Oui, alors XMR, c'est Ripple. Donc, ce sont des crypto-monnaies qui existent depuis longtemps pour Ripple. C'est une des toutes premières. Mais toutes ont besoin d'un wallet. C'est-à-dire qu'il faut un portefeuille. Il y a un portefeuille Bitcoin, un portefeuille Ethereum, un portefeuille pour Ripple. Pour parler du Ledger Wallet, qui est le hardware wallet, avec le même device, on est capable d'avoir plein
de wallets différents. Donc en fait, chaque blockchain, chaque crypto a sa propre blockchain, il faut se connecter sur cette blockchain et donc c'est un portefeuille en particulier. Et donc chaque blockchain a ses propres portefeuilles. Et après, il y a des entreprises comme Ledger qui essaient de les réunir à un seul endroit pour simplifier. Puis des fois, il y en a certains qui ne sont pas intégrés parce que c'est compliqué ou ça prend du temps. Mais c'est normal que chaque crypto-monnaie ait son propre portefeuille. Donc bon, voilà, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question et donc j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Alors, on a une question de Léo Juvin. Je ne sais pas s'il est là. Donc, je lis sa question. Quels sont les enjeux du POS pour Ledger? Comment comptez-vous sécuriser les opérations de stacking? Alors, c'est une question plutôt technique. Le POS, c'est-à-dire le Proof of Stake, c'est la preuve, en fait, qu'on possède finalement une partie des coins. C'est une manière de le miner en prouvant qu'on les possède et donc on va les staker, c'est-à-dire les dire, voilà, j'y touche pas et pendant 2 mois, je ne vais pas pouvoir y toucher. Et comme je les bloque, je les freeze, et donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller sur le marché, qu'on peut donc ni les acheter ni les vendre. En échange, ça me donne le droit de pouvoir finalement voter pour un certain nombre de choses et pouvoir émettre des nouveaux coins. Donc c'est une manière de miner. Il y a des proof of stake qui existent, comme Atom et d'autres, et qui sont gérés par Ledger, et on les sécurise de la même manière. Donc, par exemple, Atom Cosmos, on a la possibilité de pouvoir staker de façon sécurisée, parce que staker, c'est une transaction, finalement, pour emmener les coins quelque part, avec un protocole bien particulier. Donc ça, c'est l'enjeu pour Ledger, c'est pas tellement de le sécuriser, parce que ça, on le maîtrise, c'est plutôt d'essayer de rajouter la notion de staking pour toutes ces crypto-monnaies, pour pouvoir permettre à un utilisateur de Ledger de pouvoir faire ce qu'il veut, c'est-à-dire de pouvoir transacter, de pouvoir staker, de pouvoir, si vous voulez staker du Cosmos et vous ne savez pas où le mettre, ou les staker parce que vous n'avez pas compris grand-chose, Ledger va essayer de vous aider, de vous proposer des endroits où le staker qui sont fiables, reconnus, etc. Donc l'enjeu pour Ledger, encore une fois, c'est un peu de faciliter l'accès et de sécuriser via une sorte d'éducation pour permettre aux utilisateurs de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, Guillaume Evra, maintenant, souhaiterait savoir si vous avez prévu vous-même de mettre une partie de la trésorerie de Ledger en Bitcoin. Alors, non. Alors, oui et non. On reçoit un certain nombre de paiements en Bitcoin, parce Ledger, comme je le disais tout à l'heure, peut faire des transactions, donc reçoit des commissions sur ces transactions de finances décentralisées, et on les reçoit en Bitcoin. Donc là, tout ce qu'on reçoit en Bitcoin, on le garde en Bitcoin, on ne le vend pas. Par contre, on ne va pas acheter et placer en fait notre trésorerie en Bitcoin. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que dans les statuts dans l'entreprise, dans le pacte d'actionnaires, lorsqu'on a créé l'entreprise, il nous a été spécifiquement demandé, les investisseurs avaient peur qu'on mette en Bitcoin en fait les investissements qu'ils allaient mettre, et donc il y a une ligne qui nous empêche de le faire. Et donc c'est pour cette raison qu'on ne le fait pas. Alors bon, peut-être que dans le futur on le... Et avec vos autres entreprises, est-ce que vous envisageriez de le faire ? Alors on peut le faire que si on a une position excédentaire de cash. Donc, les autres entreprises que j'ai n'ont pas encore cette problématique parce que, bon, voilà, si on a un peu de cash, il y a quand même une volatilité, c'est pour du long terme, c'est aussi pour, en fait, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire, c'est déjà, en fait, il faut déjà avoir une politique, finalement, de gestion de son cash qui est excédentaire. Donc, le Bitcoin, ça ne doit être qu'une partie, parce que ce serait, en fait, de la folie qu'une entreprise mette 100% de sa trésorerie en Bitcoin, parce qu'effectivement, il peut y avoir des fluctuations, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Enfin là, ça veut dire qu'on se transforme finalement en placement financier. Bon, c'est ce que fait MicroStrategy, c'est pour ça qu'eux, maintenant, ils ne font plus que ça, ils achètent que des Bitcoins, et quand on achète des actions MicroStrategy, c'est comme si on achetait des actions Bitcoin en quelque sorte. Mais voilà, pour des entreprises qui n'ont pas forcément une grande trésorerie, je pense qu'il faut rester prudent quand même. Alors, on a une question de Yosri Kamari qui souhaiterait savoir si la crypto-monnaie représente une menace aux banques. Alors, c'est une bonne question. Je pense que la crypto-monnaie représente plutôt une menace, enfin une menace c'est bien un grand mot, mais oui, une menace plutôt pour les monnaies et les politiques monétaires. C'est-à-dire que là, n'importe qui aujourd'hui a maintenant la possibilité de pouvoir échapper au contrôle monétaire, enfin pouvoir échapper à la politique monétaire en fait des États en achetant du Bitcoin. Puisque là, encore une fois, le Bitcoin, la politique monétaire est gérée par un algorithme, etc. Les banques, parce qu'en fait il y a deux choses, il y a la gouvernance d'une monnaie, puis ensuite les banques c'est quoi ? C'est juste des entreprises qui sont là pour faire des échanges. Mais les banques, si admettons que demain,
en fait, elles ont peur et elles ne comprennent pas. C'est ça le problème, c'est qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe et donc elles ont peur parce qu'en plus, il faut savoir que les banques ont une régulation qui est extrêmement forte et qui devient horrible. C'est-à-dire que les banquiers, finalement, ils passent leur temps à gérer des problèmes de régulation et donc ça ne les aide pas. Donc forcément, quelque chose de nouveau, ça les terrorise et ils ne veulent pas, parce qu'ils auraient tellement peur de faire une bêtise et de perdre leur licence ou d'avoir des problèmes qu'ils ne vont rien faire. Mais admettons qu'un jour, finalement, on passe sur la finance décentralisée avec des stablecoins, etc. Les banques, elles ne sont pas bêtes, elles vont aller là-dessus parce que les clients vont le demander et vont proposer des solutions. Aujourd'hui, les banques d'investissement, pas les banques de détail, ont des clients qui demandent de plus en plus. On dit, attendez, vous me proposez des actions, des machins, des trucs, mais moi, je veux mettre en crypto-monnaie. Les clients, ils poussent. À un moment, les banques, elles écoutent et elles commencent à mettre en place des desks pour pouvoir acheter des crypto-monnaies et trouvent des solutions. Et donc, dans 10 ans, si on admet qu'on est dans un monde entièrement de crypto-monnaies, les banques, ce seront les premières à proposer des solutions de crypto-monnaies parce que ce sont des entreprises. Et une banque, elle n'en a rien à faire, elle n'est pas là pour mener un combat particulier dans un sens ou dans un autre. Elle est là pour faire du profit. Et si le jour où elle comprendra qu'elle pourra faire du profit avec des crypto-monnaies, elle le proposera. Par contre, les banques centrales et tout ce qui est gouvernance, là, c'est autre chose. Et effectivement, pour moi, ce n'est pas tant une menace pour ces banques centrales et les États, c'est plutôt un effet de balancier et un contre-pouvoir. Donc je pense qu'on est plus dans le contre-pouvoir que dans la menace et je dirais l'attaque. Alors, on a une dernière question de Edwige Morancy. Est-ce que par hasard, Edwige est là pour cette dernière question? Non. Alors, que pensez-vous de Taproot et... Si, je suis là. Parfait. Mais allez-y. Ah non, je comprends pas bien la question, donc je préfère que vous y alliez. Je voulais poser à Eric la question, qu'est-ce qu'il pense de Taproot, de RGB, et notamment si RGB Network et Taproot sur Bitcoin avec TapScript et autres améliorations qu'il y a eu, si ça va avoir une influence, si tu penses que ça aura une influence sur la DeFi, mais au niveau sur le protocole Bitcoin, Lightning. Alors bon, là, c'est une question extrêmement technique. Donc, je vais essayer de faire une réponse générale et pas pour ennuyer tout le monde sur les spécificités techniques. Mais oui, en fait, c'est une modification du protocole. Donc, il faut savoir que pour modifier le protocole de Bitcoin, c'est très compliqué. Ça met beaucoup de temps et c'est pas simple parce que justement, la grande force de Bitcoin, c'est qu'il est difficile à changer. Donc, il est stable. C'est quelque chose de très conservateur. Cependant, il faut le faire évoluer parce que on se posait la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'un jour, il y a une crypto-monnaie qui va remplacer Bitcoin. C'est vrai que Bitcoin ne permet pas de faire énormément de choses. Bon, à la base, c'est ce qu'on lui demandait, de ne pas faire grand-chose. Par contre, c'est bien d'avoir des améliorations. Il y a eu déjà d'autres améliorations avant, comme Segwit par exemple, qui permettaient simplement d'avoir, on va dire pour résumer, des transactions plus petites et donc d'avoir plus de scalabilité sur le réseau. Donc c'est bien de le faire évoluer. Taproot, donc c'est une autre modification du protocole qui permettra à Bitcoin de faire peut-être un peu plus de choses, effectivement, de pouvoir aller plus sur faire la finance décentralisée. Et donc c'est une bonne chose pour Bitcoin. Et la preuve, c'est que ce changement a été accepté et c'est pas facile de faire accepter les changements. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de controverse sur ce changement-là. Et donc, il va permettre à Bitcoin d'améliorer, ce qui illustre le fait que Bitcoin est capable aussi de changer, de s'améliorer, et que donc, dans le futur, il y aura peut-être encore d'autres améliorations et qui permettront à Bitcoin de garder en fait sa place de leader sur le marché. Mais il y en a d'autres qui voient ça au contraire comme un problème potentiel. Si on est capable de modifier Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut modifier quelque part ses composantes principales, et donc ça crée aussi une question inverse en disant c'est peut-être mieux que Bitcoin ne change pas. Donc là après on rentre dans des problématiques on va dire quasiment de religion sur ce qu'on peut faire, ou comment on voit ou pas Bitcoin. Et c'est pour ça que parfois il y a des guerres extrêmement fortes internes au niveau de Bitcoin pour savoir s'il faut faire tel ou tel changement. Bon, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Eric, d'avoir répondu à nos questions et pour ces échanges qui étaient passionnants. Merci à tous de nous avoir suivis. Le replay sera bientôt disponible sur notre page YouTube, mais aussi sur notre page LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, HR Team Group. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore merci, Eric. Merci. Et à bientôt.